Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'entretien phare de France 24. Notre invité aujourd'hui est Massad Boulos, conseiller principal américain pour les affaires africaines et arabes. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelques jours, une réunion importante s'est tenue à l'ambassade des États-Unis à Madrid, en Espagne, sur la question du Sahara occidental. C'est un dossier qui dure depuis de nombreuses années. Il y avait des représentants des États-Unis, des Nations Unies, de la Mauritanie, du Front Polisario, ainsi que les ministres des Affaires étrangères du Maroc et de l'Algérie. Un accord est-il possible à l'horizon sur ce très vieux dossier? Merci beaucoup pour cette question importante, car comme nous le savons tous, c'est un conflit qui dure depuis 50 ans maintenant, et nous aimerions beaucoup le voir résolu. Et le président Trump aimerait également voir cela résolu. Vous savez, il y travaille depuis son premier mandat. Et sa proclamation en 2020 était une proclamation historique. Et elle a mené, je pense, à la résolution 2797 du Conseil de sécurité en octobre, qui est à tous égards une résolution historique. C'était une résolution qui a été accueillie et célébrée dans une certaine mesure par les deux parties, mais elle a été saluée par les deux camps, et c'est rare. Quand vous avez une résolution du Conseil de sécurité qui est plus ou moins acceptée et appréciée par les deux parties d'un conflit, cela signifie que c'est une bonne résolution. Nous sommes donc fiers que les États-Unis soient le rédacteur sur le dossier du Sahara occidental, comme vous le savez. Il est de notre devoir de nous réunir de temps en temps et de faire tous les efforts nécessaires et de prendre les mesures requises pour trouver une solution, comme le dicte la résolution 2797. Nous avons donc publié des déclarations, quelques communiqués à ce sujet, mais nous ne pouvons pas aller au-delà car nous respectons profondément les souhaits des parties. Mais clairement, le fait que les Algériens aient participé, y compris le ministre des Affaires étrangères, vous êtes allé à Alger quelques jours seulement avant cette réunion à Madrid. Vous avez rencontré le président Abdelmadjid Tebboune. Cela signifie que l'Algérie change de position, qu'ils adhèrent au plan d'autonomie marocain, qui est désormais la référence centrale de la solution. Oui, comme je l'ai dit, nous sommes guidés par le Conseil de sécurité, la 2797, ce qui n'est pas forcément la position des États-Unis. La position américaine est probablement plus avancée que la résolution. La résolution était assez modérée et c'est pourquoi elle a été bien accueillie par tout le monde. La position américaine est assez différente. Notre position est très claire, mais nous agissons désormais sous l'égide de cette résolution. Ce que je peux dire, c'est que l'Algérie aide énormément. C'est un très bon partenaire, comme elle l'a été au moins avec l'administration Trump depuis des années. Parce qu'ils étaient opposés à cette idée, ils ont donc changé de position, oui. Non, nous n'entrons pas dans le contenu des délibérations ni dans les détails. Si l'on revient au terme de la résolution, en fait, elle parle du plan d'autonomie comme base. Alors, restons-en là et nous travaillons dans ce cadre. Vous prévoyez de convoquer un sommet, apparemment dans les mois à venir à Washington, peut-être, pour sceller un accord cadre. Est-ce le plan que cela se produise d'ici quelques mois? Eh bien, nous étudions de nombreux scénarios, vraiment. Mais nous discutons, encore une fois, ce qui est notre devoir selon la résolution. Nous discutons avec toutes les parties. Et d'ailleurs, les parties que vous avez citées sont mentionnées dans la résolution. La résolution mentionne spécifiquement 4 parties, le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Ce n'est donc pas notre initiative. Ce sont les parties mentionnées par la résolution. Nous devons donc travailler avec les 4 et essayer d'aboutir à quelque chose. Mais au bout du compte, permettez-moi de dire ceci, et j'apprécie vos efforts pour en savoir plus, mais laissez-moi dire ceci, quelle que soit la solution et l'issue, elle devra être mutuellement acceptable, acceptée par les deux parties. À l'horizon? Par les deux parties principales, nous l'espérons. C'est à portée de main, comme vous dites, des décennies, oui. Cela fait 50 ans. Oui. Nous l'espérons, nous l'espérons. Je pense que les gens ont assez souffert. Je veux dire, il y a des gens dans les camps maintenant,
dans le camp de Tindouf depuis 50 ans qui n'ont pas pu voir leurs proches de l'autre côté du mur. Alors espérons que nous pourrons trouver une solution. Mais pour les États-Unis, le Sahara occidental est clairement marocain. Absolument. La position américaine est très claire. D'accord, ouais. Je voudrais aborder un autre sujet sur lequel vous avez travaillé, la RDC, le Rwanda. Un accord a été signé à Washington. Il s'est effondré en quelques heures. Je devrais dire que la situation sur le terrain est revenue essentiellement à de nombreux combats, à l'instabilité. Diriez-vous que c'est un échec, cet accord, maintenant? Oh, pas du tout, pas du tout. Pourquoi pas? Nous avons dit dès le début que l'accord de Washington n'est que le point de départ. Ce n'est pas la finalité. C'est le point de départ. La finalité est d'avoir une paix et une stabilité totale dans la région. Mais non. Mais c'est un processus qui va prendre du temps. L'accord de Washington a été le tremplin de ce processus. Et la beauté de cet accord de Washington, c'est qu'il contient des mécanismes intégrés, plusieurs mécanismes traitant de divers aspects de ce conflit. De plus, il est complémentaire au processus de Doha, qui est mené par nos partenaires qataris, avec le plein soutien des États-Unis, bien sûr, et d'autres partenaires, comme l'Union africaine, par exemple. C'est donc tout à fait complémentaire, car cela traite du problème entre le M23 et le gouvernement de la RDC. Ce n'était pas vraiment couvert par les accords de Washington. Les accords de Washington étaient entre le Rwanda et la RDC. Mais je vois ce que vous voulez dire. Nous avons été, bien sûr, extrêmement déçus par ce qui s'est passé quelques jours après le... Mais imaginez si nous n'avions pas eu d'accord. Je veux dire, la situation aurait été bien plus chaotique. À qui la faute? À qui la faute? Non, c'est le M23 et le Rwanda qui ont pris la ville d'Uvira. Le président Kagame a donc trahi la confiance de l'administration Trump et du président Trump lui-même. On peut dire qu'il y a eu une violation. À notre avis, c'était une violation grave de l'accord de Washington. Faites-vous toujours confiance au président Kagame? Nous l'espérons. Nous l'espérons. Vous n'êtes pas sûr? Nous discutons avec lui. Nous attendons encore de voir des mesures concrètes sur le terrain. Cela dit, ce que nous avons vu, laissez-moi être clair, ils ont bien pris le contrôle. Le groupe M23, soutenu par le Rwanda, a pris la ville d'Uvira. Après avoir discuté avec le président Kagame, ils se sont retirés de la ville d'Uvira. Pas totalement. Pas totalement. Ils occupent encore des collines autour de la ville, nous le savons. Ils sont même allés un peu plus au sud, puis ils sont remontés. Donc, il y a eu au moins quelques mesures prises depuis notre intervention. Faut-il des sanctions contre le président Kagame? Le Congrès subit des pressions pour sanctionner le Rwanda et peut-être lui. Vous avez vu lors de l'audience publique à la Chambre des représentants, nos responsables américains témoigner. Nous avons aussi informé le Congrès, j'ai personnellement informé le Congrès à ce sujet il y a quelques semaines à peine, oui. Et nous avons annoncé ces événements. Les États-Unis disposent donc d'un certain nombre d'outils. Nous allons devoir prendre des mesures dans un avenir proche. Kagame a dit qu'il s'en moquait, qu'il se moquait des sanctions. Nous avons entendu ces déclarations. Nous verrons bien. Et comme vous le savez, ce ne sera pas nouveau. Les États-Unis ont déjà pris plusieurs mesures, notamment, il y a quelques mois, en septembre, je crois, nous avons imposé des sanctions à plusieurs individus et entités impliqués dans ce commerce illicite, par exemple. Serait-ce le président? Et avant cela, nous avons imposé des sanctions à James Kabarabi. Je sais. Il est très proche, absolument. Alors, pourrait-il s'agir de Kagame lui-même? Je veux dire, je ne peux pas spéculer. C'est une décision, ce sera une décision collective que nous devrons prendre. Ce ne sera pas un seul individu qui décidera, à moins que ce ne soit le président des États-Unis. Pas exclu. Mais il existe un certain nombre de possibilités et d'outils à la disposition des États-Unis. Laissez-moi être très clair. Dès l'instant où notre président, le président Trump, a signé cet accord en tant que témoin, bien sûr, il n'est pas parti à l'accord. Il a signé en tant que témoin. Les États-Unis sont donc témoins et le président Trump l'est personnellement. C'est un engagement de notre part
et c'est un engagement de la part du Rwanda et de la part du Congo. Les trois présidents se sont donc engagés les uns envers les autres à adhérer et à respecter cet accord. Nous ne prendrons pas cela à la légère. D'accord. Dernier point, le Soudan. On parle d'un projet d'accord de paix grâce à la médiation menée par les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Est-ce réaliste, vu ce que nous voyons sur le terrain, les combats acharnés et toute cette inimitié? Je veux dire, les partis n'ont apparemment pas accepté cet accord, ou bien si? C'est une question et une préoccupation très légitime, bien sûr. Surtout quand on voit ce qui se passe sur le champ de bataille. Nous n'avons pas encore officiellement présenté de plan final. N'oublions pas qu'il y a beaucoup d'autres acteurs impliqués qui peuvent être très utiles. N'oublions pas le quintet qui peut faire du bon travail et je pense qu'ils en font déjà sur le plan politique, car quoi que nous fassions sur le plan humanitaire et du cessez-le-feu, le plus important sera le volet politique, car nous voulons assurer cette transition vers un gouvernement dirigé par des civils. En conclusion, pensez-vous qu'il y ait un espoir que, sur le plan politique, les deux parties acceptent de cesser les hostilités et de travailler ensemble, vu ce qu'elles se sont fait et dit l'une sur l'autre? Je le pense. Ce ne sera pas si facile, mais nous allons avoir besoin du Conseil de sécurité de l'ONU et nous avons déjà fait une annonce. Nous avons une session la semaine prochaine à l'ONU qui sera présidée par l'honorable secrétaire et nous saisirons le Conseil de sécurité de l'ONU car nous obtiendrons finalement une résolution pour servir de couverture et de cadre juridique, pour s'assurer que tout cela soit appliqué et mis en œuvre. Massad Boulos, merci beaucoup d'avoir été notre invité et merci à tous d'avoir regardé ce numéro de Tête à Tête ici sur France 24. Human rights, sanctions, Jamus Kabare, the sanctions, officers, sanctions.